Bien le bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de plein de choses. La semaine dernière était très chargée, on a eu plein de choses, plein d'événements. Je vous ai préparé une petite liste où on va discuter tout ça. On commence par Microsoft qui s'effondre, les résultats de Meta, Oracle et Microsoft qui sont explosés en bourse, on va en parler, pourquoi. L'or et l'argent qui se font déglinguer, pourquoi, est-ce que c'est à cause d'un truc, est-ce qu'on juste on baisse le levier, est-ce que c'est lié. Dites-vous que l'argent, le marché de l'argent, il a baissé de 35% en vendredi. 35% sur un marché en trillions de dollars, donc en milliers de milliards de dollars, c'est délirant. Dites-vous que sur les métaux précieux, il y a au moins 10 trillions qui sont sortis du marché vendredi. C'est beaucoup. On va parler d'une bancaire qui s'est effondrée et qui était visiblement connue sur le polymarket. Donc on va parler aussi du pétrole, donc en yens, le pétrole, le gaz, l'Iran, Trump et le grand froid, surtout aux États-Unis. On va parler aussi du nouveau président de la Fed. On va parler de PayPal. PayPal, un nouveau jour, un nouveau lot. Donc ça n'en finit pas de baisser. Mastercard qui explose les résultats. Mon top pick pour les softwares qui n'en finissent pas de baisser, pardon. SAP. Donc Tesla, on va en parler aussi avec XAI et SpaceX. On va finir par Moltbook, un truc très effrayant qui va peut-être vous intéresser. On commence par Microsoft. On va venir là, on va venir là. Alors Microsoft, où est-ce que j'ai mis les trucs concernant Microsoft? Ouais, voilà. Donc les attentes de Microsoft, enfin, les résultats de Microsoft, c'était cela. Par trimestre, ils ont démoli les attentes. Ils ont sorti un chiffre d'affaires de 81 milliards par trimestre. Au lieu de 80 attendus, 4,14 en bénéfice par action trimestriel au lieu de 3,63 attendus. Le revenu du cloud, 33 milliards au lieu de 32 milliards et demi attendus. Malgré tout ça, en aftermarket, ça a baissé de 5-6%. Pourquoi ça a baissé de 5-6%? Parce que le cloud, il s'attendait à une croissance de 40%, alors qu'il n'a cru que de 38%. Le cloud de Microsoft, c'est Azure. Sauf que, une fois que les marchés ont ouvert, ça s'est pas effondré de moins 6%, c'était là moins 6% à peu près. 4,5, 5, allez jusqu'à 7. Mais après, ils ont eu vent de certaines autres news sur le rapport financier, et là, piou, ça a baissé jusqu'à moins 12%. Ça coûtait 480 et quelques avant les résultats. Ça a baissé jusqu'à 422. Donc vous voyez, et puis ça remonte un petit peu, vite fait, puis ça rebaisse. En gros, elle s'est faite éclater. Éclater. Et malgré les grosses croissances. Hein. Donc, le revenu, par exemple, year over year, c'est-à-dire par rapport à l'année dernière, par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière, le chiffre d'affaires a augmenté de 16,5%. Donc, c'est dingue. C'est. Les bénéfices nets ont augmenté de 60%. Bref. Bref, c'est des chiffres délirants. Le cours sur le bénéfice de Microsoft était avant les earnings de 38, 39. Pardon, non, c'était pas 38, 39 parce que ça a baissé, c'était à 500 et quelques. C'était à 31, 32. Et là, après la baisse, bah, ça redescend à 27. Le forward PE s'ajuste à peu près vers les 30, les 24, les 23 à 24. Ce qui est une très bonne affaire hein, pour Microsoft, sauf qu'il y a des choses dont on va parler qui fâchent. Voilà par rapport à Microsoft. Meta explose, mais attention les capex. En fait, Meta, c'est l'histoire inverse. Quand Microsoft a pris ses moins 12, bah Meta, elle a pris plus 7, même si elle a rebaissé un petit peu le lendemain. Ça, c'est le lendemain, elle a rebaissé de moins 3, mais regardez. Donc ça valait à peu près 670, 660, des trucs comme ça, et puis piou, elle a pris 10%, à peu près. Ouais, elle a pris 10%, on va dire. 10 voire 11%. Pourquoi? Parce qu'ils ont éclaté les attentes aussi. Euh, il s'approche petit à petit de Microsoft en chiffre d'affaires. Donc Microsoft a publié 81 milliards, bah Meta c'est 60 milliards. Sauf que eux, ils font des croissances non pas de 15%, mais de 24-25%. Donc le chiffre d'affaires a fait plus 25%. Et ça, c'est démon quoi. Après, regardez, ce que je vous ai dit dans les autres vidéos, le chiffre d'affaires va continuer à croître plus vite que les bénéfices nets. Regardez les bénéfices nets, ils n'ont cru que de 9%. Et la marge, elle a baissé. Pourquoi? Ce qui est normal. Si la marge baisse, c'est que le revenu croît plus vite que les bénéfices. Ou sinon, on peut faire le raisonnement inverse. Bah parce qu'ils ont de la dette et parce qu'ils investissent beaucoup de capex. Donc dépréciation, amortissement, intérêt, ça grignote pas le revenu, ça grignote les bénéfices. Et du coup, le revenu continue à monter parce qu'on investit, on investit, on investit, mais le bénéfice baisse. Ce qui est normal. Mais par contre, ils ont vraiment montré que ça a payé. On va dire, beaucoup de capex, le revenu il augmente, donc il y a de la vraie valeur finale.
les gens achètent le service. Après, on pourra optimiser pour faire augmenter le bénéfice net. Par contre, les CAPEX, il a projeté 115 à 135 milliards de CAPEX en 2026. C'est juste, moi j'ai plus les mots en fait. Qu'est-ce qu'il va acheter avec ça? Mais bon, c'était pour vous parler de Meta. Ça prend, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi Oracle et Microsoft se font malmener? Parce que je ne vous ai pas parlé d'Oracle, mais regardez Oracle. Oracle, c'est encore pire. Oracle, c'est 164. Il y a une semaine, enfin pas une semaine, mais il y a un mois, c'était à 200. Et là, ça prend cher. Sur les 6 mois, ça prend encore plus cher. Et vous vous rappelez quand il y a eu l'augmentation là? Il y a eu une grosse augmentation. Et puis tout le monde pensait que c'était le futur, que Larry Ellison allait dépasser Elon Musk en richesse, tout ça. Ça avait pris 40% en une journée, vous vous rappelez? C'était à 360 à cette période-là. Et bien là, ça s'est divisé plus qu'en deux. C'est divisé en 2,2, 2,3. Et je pense que ça va baisser encore plus. Déjà, voilà, regardez comment ça prend cher. C'était à 40, 45 fois les bénéfices la dernière fois que j'ai vu. Là, c'est à 30 fois les bénéfices. À 25, ça pourrait être intéressant. On valorisera. Tiens, pourquoi pas valoriser tout de suite? Alors, on parle de Oracle qui est au Nice. ORCL. On va faire ça. On va faire une croissance. Allez, une croissance, on est généreux. Avec tous les investissements qui font au moins 15%. 25 fois les bénéfices. Ouais, on y est au prix, à peu près. Sauf que, si on est conservateur et qu'on met par exemple 12, là ça pêche. Là ça pêche. Il faudrait attendre les 150 à peu près pour être vraiment sûr. Mais bon, ce type de service, ils font un petit peu de l'ERP, du data center, du cloud, plein de choses. C'est bien, hein, mais j'ai pas beaucoup de visibilité parce qu'ils ont le même problème que Microsoft. On va en parler tout de suite. C'est le carnet de commandes. Le carnet de commandes de Oracle, la moitié c'est OpenAI. Le carnet de commandes de Microsoft, la moitié c'est OpenAI. Et c'est exactement pourquoi que Microsoft a pris cher, en plus des moins 7% pour le cloud qu'ils avaient raté légèrement. Ils ont pris la massue sur le crâne pour baisser vraiment, parce que ils ont dit qu'ils ont 625 milliards de carnets de commandes, et 45%, disons à peu près la moitié de ce carnet de commandes, c'était des contrats cloud avec OpenAI. Et du coup, je vous rappelle, les gars, OpenAI, c'est une entreprise qui fait 16 milliards de chiffre d'affaires par an, et qui fait zéro bénéfice. Comment ils font pour investir déjà dans eux-mêmes, de la dette, et des investissements externes? Investissements externes, c'est-à-dire, ils vendent des actions, ils émettent des actions, ils vendent leur capital. En faisant ça, ils ramènent des fonds, et ils pensent qu'ils pourront encore plus étendre la tournée de financement. Et du coup, ils promettent à tout le monde plein de contrats cloud, plein de trucs, et remplissent le carnet de commandes de OpenAI, pardon, de Oracle, de Microsoft, de plein d'autres entreprises. Mais entre nous, c'est très dangereux. C'est pour ça que Microsoft, enfin, les actionnaires se sont dit, bah, imagine, OpenAI fait faillite, parce que elle crame du cash, ils sont pas leaders, c'est Gemini le leader en ce moment, ou Anthropic. Qu'est-ce qui se passerait s'ils avaient au moins, s'ils font pas faillite, s'ils ont juste des difficultés, comment ils font si bah, ils honorent pas leurs promesses? Bah, du coup, le carnet de commandes de Microsoft, bah, il s'évapore. Same for Oracle, donc même chose pour Oracle, et c'est pour ça que bah, ces entreprises prennent cher. Voilà. Du coup, on a terminé avec Microsoft, Oracle. On va parler de l'or maintenant. Voilà, on tombe bien sur le truc. Voilà, à peu près 10 trillions sont sortis du marché des métaux précieux pardon, sur les dernières 24 heures. Regardez-moi cette dégaine. On a moins 12% sur l'or. L'or qui pèse 35 ou 40 trillions de dollars, bah, 10% de 40 trillions, bah, c'est 4 trillions. Déjà, plus de 4 trillions de dollars sont sortis du marché de l'or. Mais est-ce que ça vous rend pas fou? Parce que l'or a tapé 5700. Bah là, il a perdu à peu près 1000 euros. 1000 dollars, pardon. Ça, c'est les futurs sur l'or. Et puis l'argent, mais 33%. 33%, c'est pas de l'Ethereum ou c'est pas du Solana, là. C'est l'argent physique. J'y comprends plus rien. Voilà, j'y comprends plus rien. Ça, c'est un même très. Ouais, ça me fait rigoler. Suite à la chute des métaux, parce qu'on sait que les plus grands acheteurs de métaux sont les Chinois, et je pourrais faire une vidéo spéciale pour vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils veulent provoquer le plus longtemps possible la déflation chez eux, ou tout du moins empêcher l'inflation. Du coup, ils thésaurisent les excédents en or, parce que c'est un métal
C'est un actif déflationniste. Bah du coup, il dit maman, t'inquiète pas, j'ai déjà tout acheté. C'est rigolo, je trouve. Mais du coup, pour revenir à ça, tous les métaux prennent cher, même le cuivre, même le pétrole. À un moment, il s'est affaibli, mais le pétrole s'est rappelé qu'il y avait d'autres risques géopolitiques. Et en plus, ces baisses-là sont peut-être en rapport avec un truc qu'on va voir juste après, qui est l'effondrement d'une banque américaine. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça a comme rapport. On revient. C'est cool, c'est rigolo, hein, mais Polymarket, le vendredi, disait bah, quelles sont les chances pour qu'une banque fasse faillite le 31. Mais déjà, ce site, enfin cette plateforme de Paris, c'est une plateforme dingue parce que tout ce qu'on, les chances quand ça augmente, ça se passe vraiment. Mais du coup, là ils disent quelles sont les chances pour que en janvier 31 ça augmente. Bah, les chances étaient à 80, plus que 99,99% pour que ça monte, pour que ça soit vrai. Et effectivement, je tourne la vidéo, il est samedi 31, une banque a fait faillite. Et c'est la banque qui s'appelle Chicago's Metropolitan Capital Bank and Trust. Et elle a fermé. Et les régulateurs ont dit que les conditions dans lesquelles cette banque opérait étaient unsafe, c'est-à-dire non sécurisées. Et ils avaient très peu, voire un capital très faible. Et du coup, bah, on se pose la question, le poly market et les répercussions, ou sinon les, les infos d'insiders qui peuvent être dedans. J'avais lu un tweet pour rigoler où il y avait un mec qui disait, bah, un mec, il s'est réveillé un matin, il s'est dit, bah, je vais créer une plateforme pour légaliser le insider trading. Et il a créé le poly market. Parce que tout se passe sur le poly market. Si vous voulez une info avec un grand pourcentage de fiabilité, bah, allez sur le poly market. Mais du coup, voilà, c'est une banque qui a fermé. C'est pas une banque systémique. Mais voilà, donc je pense que cette banque, ce n'est pas la seule qui a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans plein de banques, surtout des banques d'investissement et de trading qui avaient pris des positions short sur l'or et l'argent. Et du coup, pour fermer leur short, elles ont dû racheter leur short et du coup faire exploser le cours de l'argent et de l'or à la hausse. Ce qui s'est passé violemment pour une raison incompréhensible. Mais quand ça s'est passé, bah, ces banques-là ont dû s'asseoir sur des énormes pertes. Et bah, du coup, bah, certaines banques ont dû shotter. La première, peut-être qu'il y aura d'autres. Et de toute façon, c'est du hors bilan, donc vous ne le verrez jamais dans les earnings. Mais en tout cas, vous voyez le résultat en live dans le marché des métaux, dans le marché de la liquidité, tout ça. Voilà pour l'or, pour l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Voilà, le pétrole. Le pétrole en yens, j'avais fait la recherche, mais je vais la faire devant vous parce que je n'ai plus le tweet. Pétrole priced in yen. Normalement, voilà, c'est exactement ça. En fait, le pétrole, on va agrandir, on va mettre, on va mettre sur un an, allez, tiens. Plutôt sur, ouais, sur 6 mois. Plutôt sur 3 mois. Ouais, ça augmente en gros. Voilà. Hop. Waouh. Ouais, c'était violent, hein. Bon, on prend comme ça. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que le pétrole, déjà, je vous énonce ce que veut dire l'inverse carry trade. Donc, on va pas encore parler de Trump et de ses impacts, mais attendez, je vais faire un truc. Traduction, pour ceux qui sont pas anglophones. Ce mec, c'est un mec qui a des très bonnes analyses. Bah, il dit, ça commencera par Trump qui tape l'Iran. La guerre en Iran fait bondir le pétrole. Le prix du pétrole liblé en yens déclenche un retournement du carry trade. Pourquoi? Parce que, en fait, les plus grands prêteurs du monde sont les Japonais. Les gens empruntent en yens en masse avec des taux très bas, des taux courts très bas, et ils font ce qu'ils veulent avec. Sauf que les taux courts, on peut les contrôler, mais pas les taux longs. Les taux longs, c'est le marché. Et quand il y a de l'inflation dans un pays, bah, les taux longs augmentent. Parce qu'on ne veut plus prêter notre argent à long terme, sauf si on est protégé par des intérêts. Mais qu'est-ce qui se passe au Japon? Bah, l'inflation revient. Surtout que le yen il continue à se faire dézinguer. Du coup, le yen baisse en valeur. Le pétrole ne bouge pas depuis longtemps, voire il baisse. Le yen, enfin, pardon, le pétrole, il baisse depuis un an. Bah, le pétrole, il baisse. Il devrait être moins cher. Il l'est. En euros, par exemple, le pétrole est très peu cher en euros. En dollars, on va dire que ça bouge pas. Mais en yens, il n'arrête pas d'augmenter. Et ça continue le cercle vicieux du fait qu'ils ont encore plus d'inflation, ce qui fait augmenter les taux longs japonais, ce qui met la pression à la banque centrale japonaise d'augmenter les taux courts. Sauf que si ça arrive, l'augmentation des taux courts,
Appel de marge à tous ceux qui ont emprunté de l'argent du Japon. Une fois qu'ils auront leurs appels de marge parce que les taux augmenteront, ils auront plus de choses à rembourser en gros, bah, ils devront vendre en masse pour retourner les yens aux Japonais. Et c'est exactement le déclenchement du retournement du carry trade. Sauf que ça déclenchera un mouvement très risk-off du marché. Pour lui, il dit que les actions vont s'effondrer et que les rendements vont s'effondrer aussi. Les rendements des treasuries, c'est-à-dire les rendements obligataires. Pourquoi il dit ça? Parce que pour lui, quand il y aura des gros risques et quand on n'aura plus où investir parce que l'argent sort de tous les marchés possibles pour aller au Japon, bah, pour lui, les gens vont mettre leur argent dans des obligations américaines. Du coup, les obligations vont monter, les taux vont baisser. Et du coup, c'est là pour lui que comme les taux courts vont s'effondrer, pardon, les taux longs vont s'effondrer, il va, pour pas faire un croisement des courbes, euh, ça va pousser la Fed à faire une baisse des taux d'urgence. Bref, c'est un scénario technique, je pourrais en faire une vidéo entière pour en parler, mais c'était par rapport au pétrole en yen. Le pétrole n'arrête pas de monter en yen, et très fortement, hein. C'est pas comme en dollars ou autre chose. Le pétrole en yen explose et fait des ravages très forts, ça se voit sur leur taux obligataire. Par contre, en dollars et en gaz, pardon, le pétrole en dollars et le gaz, qu'est-ce qu'on en a à dire? Bah, tout simplement, on a oublié un truc très important concernant le pétrole. Le pétrole et le gaz, c'est des sources d'énergie très facilement utilisables, très facilement raffinables, très facilement transportables et pilotables. Du coup, on a oublié que les vagues de froid existaient et qu'on pouvait avoir des épisodes comme ce qui se passe actuellement aux États-Unis qui fait enflammer les prix de l'énergie. Sachez que l'énergie, on l'utilise pas uniquement pour se chauffer, mais pour développer l'économie. Et il y a tout l'Orient qui est en train de se développer massivement, les économies de marché, plein de villes qui commencent à s'ouvrir, le transport, les camions de marchandises, les trains dans des zones où il n'y a pas encore les caténaires et tout ce qui est électrifié. Donc le pétrole et le gaz, et le charbon aussi, ont de très beaux jours devant eux. C'est pour ça que ça se ressaisit. Et c'est pour ça que je réitère mon conseil. Je ne donne pas de conseils d'investissement personnalisé aux gens, c'est juste ce que je pense. Les entreprises énergétiques vont bien profiter. Et je pense, bah, vous avez dû le voir, Total par exemple, elle est à 61. J'ai pas arrêté d'en parler quand elle était à 48, 49, 50, 51, 52, 53. J'ai pas arrêté d'en parler. Et puis là, bah, si vous y êtes, vous gagnez de l'argent, sans compter les dividendes que vous avez reçus et que vous avez peut-être réinvesti. En tout cas, moi, je suis bien. Depuis le début de l'année, qu'est-ce que fait le SP depuis le début de l'année? SP 500. Ouais, ça fait 1,20%, sachant que le dollar a baissé encore plus. Donc ça fait, je pense, ça doit faire 0 en dollars. Qu'est-ce que fait le Nasdaq? Le Nasdaq, ouais, la même chose. Je pense que ça doit faire 0. Bah moi, jusqu'à présent, je fais en ZB. Qu'avec Total, le dividende que j'ai reçu de Total, que j'ai réinvesti dans Total quand c'était à 53 en début de l'année. Et puis, quoi d'autre? Ouais, voilà, c'est tout. J'ai pris une position sur Mastercard, je vous en ai parlé, et elle augmente. Après, il y a aussi PayPal qui baisse encore plus, qui foire la performance US. Mais voilà, donc par rapport au pétrole, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah, le gaz, une fois que l'hiver sera passé, bah, il va s'effondrer. Ça, c'est sûr. Par contre, moi, je parie sur le pétrole qui va se ressaisir, qui va rester vers les 70. Et là, on va voir que l'argent qu'ils vont engranger de tout ça vont l'utiliser pour racheter leurs actions, augmenter leurs marges de raffinage, améliorer leurs coûts d'infrastructure et de coûts de production. Comme ça, la baisse sur les coûts des matières premières pèsera encore moins sur la performance économique globale d'entreprises comme Total. Voilà. Mais à terme, je vais commencer à alléger parce que là, j'ai bientôt, je vais pas parler chiffres, mais franchement, j'ai beaucoup d'argent sur Total. À un moment, je vais commencer à alléger. Donc là, on a parlé de pétrole. Ah, il y a aussi un nouveau président de la Fed qui a été nommé par Trump après le discours de Jérôme Powell qui n'a pas baissé les taux. Pourquoi je dis que c'est un choix hypocrite? Bah parce que il avait trois choix. Et parmi les trois choix, il a choisi le président de la banque, enfin le candidat le plus hawkish sur papier. Hawkish, c'est-à-dire faucon. Contrairement à dovish, colombe. Quand on dit de quelqu'un dans une banque centrale qu'il est dovish, c'est qu'il est plus assouplissement monétaire, baisse des taux, augmentation du bilan des banques centrales, en gros acheter des obligations du trésor, faire baisser les taux lents, participer de la bonne manière dans l'économie. Quelqu'un de hawkish collant, c'est quelqu'un qui est dur, qui veut une monnaie forte. Il veut augmenter les taux, il veut baisser les bilans de la Fed et il veut serrer les conditions monétaires. Du coup, pour que Trump soit pris au sérieux et que le président qui choisira soit pris au sérieux, il a pris le plus hawkish des trois.
Sauf que il l'a pris pour une seule et unique raison, pour qu'il baisse quand même les taux. Et je vais vous dire, il va baisser les taux très fortement. Ce qui va encore une fois aider le pétrole, aider l'économie, aider les actions, mais faire exploser l'inflation. Donc à voir. Il s'appelle Kevin Warsh, le nouveau président. Alors, nouveau jour, nouveau bas, nouveau plus bas de PayPal. PayPal, c'est une entreprise. Enfin, on appelle ça PayPal. Genre, pain comme souffrance parce qu'elle fait souffrir. Regardez-moi cette horreur. Regardez-moi cette horreur. Moi, je me suis positionné vers 22 encore. Vendredi, j'en ai pris quelques-unes. J'ai beaucoup, pas beaucoup, non. J'ai 5% de mon portefeuille sur PayPal. Mais j'ai un gros portefeuille, donc ça fait beaucoup d'argent. Depuis le début de l'année, donc depuis 1 janvier, ça perd déjà 10%. Depuis 6 mois, 24%. Depuis 1 an, 41% à peu près. Ça fait mal. Et là, on est déjà à un nouveau plus bas de je sais pas combien d'années. On a un plus bas de 9 ans. Parce que là, pour revenir à ces prix, faut revenir jusqu'à juin 2017. Juin 2017, mesdames et messieurs, c'est beaucoup. Et ça fait mal. Voilà par rapport à PayPal. Maintenant, parlons un petit peu de Mastercard. Alors, Mastercard a sorti ses résultats. Ils ont sorti leurs résultats, ça a augmenté un petit peu, ça a augmenté finalement de 3-4%. Donc, ils ont annoncé un bénéfice net par action trimestriel de 4,52 au lieu de 4,25. Le chiffre d'affaires trimestriel est de 9 milliards à peu près. Ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de au moins 18%. 18%. C'est pas une start-up, les gars. Grosse dollar volume, c'est le GDV, c'est leur métrique. PayPal a le TPV, Total Processed Volume, ou Total Payment Volume. Combien de paiements passent par PayPal et du coup ils prennent un take rate dessus. Là, c'est Gross Dollar Volume, c'est-à-dire combien c'est à peu près la même chose, mais là, vu qu'ils prennent pas de. Comment dire. C'est pas la même politique de gain que PayPal, bah là, ils appellent ça le GDV. Tous les flux qui passent par les cartes Mastercard, ils ont augmenté de 7%. Du coup, ils ont annoncé plein de choses. L'action a augmenté un petit peu. Voilà, ils ont parlé vite fait. Du fait que 50% à peu près maintenant, il y a 50% de leur chiffre d'affaires qui vient d'un segment qu'on appelle Added Value Added Services, les services à valeur ajoutée. Ces segments-là ne dépendent pas de l'économie, des cartes bancaires, de tout ce qui a rapport avec les banques. Ce segment-là, c'est plutôt de la cybersécurité et des services purs. Par exemple, détection de fraude, par exemple, des données marketing, des données par rapport à la distribution des cartes, des statistiques, des trucs comme ça. Et ces données-là sont très très recherchées. Et c'est à peu près, si on veut, un palantir des cartes. Mais bon, c'est pas utilisé pour les besoins de la CIA ni du Mossad. Mais c'est très bien que ça se découvre petit à petit du segment bancaire. Et le segment Value Added Services, ça augmente d'à peu près 20% par an. Donc c'est encore mieux, c'est encore un meilleur profil de croissance que le profil bancaire. Et justement, Visa croît moins rapidement que Mastercard parce que leur segment Value Added Services est beaucoup plus petit. Visa est plus concentré sur les cartes, alors que Mastercard veut équilibrer, on va dire. Voilà pour Mastercard. Donc, je vais parler de Mastercard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mon top pick, c'est SAP. Alors, SAP, c'est une entreprise allemande. Déjà, moi je suis ingénieur de formation, et quand on travaille en entreprise, quand on fait de la gestion de projet ou du planning ou de la gestion de stock ou tout ce que vous voulez, la gestion de production, en général, les entreprises ont un truc qu'on appelle ERP. ERP, donc Environment Resource Planning. Qu'est-ce que ça veut Enfin, je veux dire que ça veut dire ça, mais à quoi ça sert plutôt? C'est pour gérer, c'est pour avoir un méga tableau de bord de toute l'entreprise. Vous avez des modules de comptabilité, des modules RH, des modules stock, des modules production, des modules ci, des modules ça. C'est une entreprise, SAP, c'est elle qui a créé le premier ERP, et c'est son ERP à elle, le plus connu dans le monde et le plus installé, on va dire, et elle a quasiment créé et développé une façon de travailler en entreprise. C'est une entreprise très, 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 très lourde dans le marché et dans sa solution qui est le RP de SAP. Et du coup, c'est une entreprise qui fait quasiment que du logiciel. Et maintenant, avec leur nouveau cloud et leur nouvelle solution grâce au cloud, ils font migrer les clients vers ce cloud-là et ils lui font payer des solutions plus profondes en valeur ajoutée et des sortes d'abonnements en plus pour l'intégration des modules, etc.
Sauf que moi, je pense que ce secteur-là, surtout les ERP, ont beaucoup de, comment dire en français? On dit en anglais tailwind. Tailwind, c'est-à-dire de choses qui vont les aider dans le futur. On a des raisons d'être optimiste. Pourquoi on a des raisons d'être optimiste? Parce que l'intelligence artificielle intégrée à des ERP fait vraiment la différence. Donc tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est facturation, tout ce qui avant on embauchait des gens pour faire du resource planning, donc de la ressource humaine, et puis accorder des congés quand telle et telle personne est là, quand telle et telle personne n'est pas là. Maintenant c'est une IA qu'intègre SAP dans son ERP module ressources humaines. Même chose pour la comptabilité, même chose pour tout ce qui est gestion de production. Tu peux par exemple, en ayant ton ERP, en ayant un agent IA intégré dans le module production, aller lui dire bah, dis-moi pour le mois dernier combien de pourcentage de pièces ont été défaillantes. Ou dis-moi par exemple la moyenne de l'année combien sont défaillantes. Où est-ce que se situe le problème? Et ça va t'aider. Ça va t'aider dans ta prise de décision, que ce soit dans la gestion de stock et plein de choses. Donc moi, ma vision d'ingénieur, me conforte sur SAP. Elle a pris une grosse claque. Elle a pris une grosse claque. C'était jeudi ou mercredi, je me rappelle plus. Donc SAP bourse. Et elle a baissé jusqu'à 64 euros. Voilà. J'avais voulu acheter. Mais je me suis dit, c'est sur PEA, donc je garde Total pour l'instant. L'énergie, tout ça. Mais effectivement, Total à ce moment-là, c'était à 59, je pense. Mais là, Total, c'est 61. J'ai mieux fait de garder. Mais je pense que je vais commencer à arbitrer en faveur de SAP, surtout que la baisse elle est incroyablement forte. J'attends juste un petit retracement vers les 160. Là, le cours bénéfice actuel est de 28. C'est une entreprise très logicielle, avec beaucoup de marge, avec très peu de capex, on peut le dire comme ça, et très peu de coûts de fonctionnement. Donc, elle a des ratios hauts. C'est à peu près le Dassault Systèmes de l'Allemagne et en plus général. Et du coup, bah, le price to earning forward, il se situe vers les 25. Mais moi, je la voudrais un petit peu moins cher. Peut-être que je vais regretter, peut-être que je vais mettre une bille pour voir. Je pense que je vais mettre un petit peu prochainement une grosse bille sur SAP et une plus petite bille sur Dassault Systèmes. Parce que c'est la même chose, hein, en fait. Sauf que SAP est plus important. Parce que SAP résout des problèmes futiles. Alors que Dassault Systèmes, c'est de l'ingénierie complexe qu'on peut déléguer carrément à une IA. Et si ils n'intègrent pas eux-mêmes l'IA pour permettre aux ingénieurs juste de contrôler les IA de Dassault Systèmes travailler, bah, il va y avoir des IA qui vont le faire et qui vont disrupter Dassault. Donc voilà par rapport à ces deux entreprises. Ça, c'est mon top pick, hein, SAP, puis on peut mettre Dassault après. Dassault, 23 euros, j'attendrai les 22. SAP, ça commence déjà à être bien. On va dire que dès que ça baisse sur les 170, je pourrais me lancer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, donc ils ont augmenté les bénéfices nets de 15%. Ils ont augmenté leur marge, ils sont à peu près à 20%. Les revenus, par contre, ils ont augmenté que de 3%, mais bon, il faut lire le rapport trimestriel pour connaître pourquoi. Parce qu'il y a plein de retardements de contrats et qu'il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas encore migré vers leur cloud. Voilà pourquoi. Et ETR ici, c'est pour Xtra. C'est leur place de cotation. Alors, on parle finalement de Tesla. Qu'est-ce qui se passe avec Tesla et qu'est-ce qu'envisage SpaceX? Moltebot, on va en parler un autre jour. Tesla, c'est une entreprise, enfin, vous connaissez, elle a sorti ses rapports trimestriels qui étaient nuls, c'était nul. Ils ont carrément décidé de fermer la production des voitures modèle S et modèle X pour se concentrer sur les robots Optimus. Elon Musk a dit que Tesla allait prendre une part dans xAI. J'avais dit dans une autre vidéo avant que xAI et OpenAI étaient à peu près dans la même position et rentraient très peu d'argent et ils investissaient trop. Sauf que xAI a un grand frère qui s'appelle Tesla. Bah, Tesla va carrément investir, prendre une grosse participation dans xAI et comme ça, il y aura de l'argent frais qui va se déverser. Et il a même parlé de SpaceX qui va fusionner avec xAI. S'il fait ça, ça sera la hype à mort. On commencera à parler de robots dans l'espace, d'intelligence artificielle sur Mars, une fusée de SpaceX qui est pilotée par un robot Optimus qui est lui-même géré par de l'intelligence artificielle d'XAI. C'est futuristique, mais rien n'est impossible. Et s'il fait ça, bah, il résout une fois pour toutes le problème de financement de XAI. Parce que SpaceX permet une valorisation, enfin, elle envisage une valorisation qu'il juge conservatrice d'1,5 trillion, c'est-à-dire 1500 milliards. Donc SpaceX, dès sa rentrée en bourse, vaudrait plus que Berkshire Hathaway. Voilà, donc tous ces flux, si c'est fusionné avec XAI, tous ces flux pourront se déverser un petit peu sur XAI et permettre les investissements. À vous de juger si c'est une bonne ou une mauvaise chose.
Mais bon, voilà. Donc, on a parlé de plein de choses aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire le plus d'actualité possible, parler un petit peu. J'ai pas valorisé SAP, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite avant de partir. Donc, on vient là, ETR. On vient là, SAP. Alors, le bénéfice net par action, on va être logique. Hein. On va mettre 10%, même s'il prévoit plus. 25 fois les bénéfices, 7%. Et du coup, si on prévoit un prix à 10, ouais, donc 150 c'est le meilleur prix pour faire 10% par an. Mais là, je suis un petit peu dur parce que les entreprises de cette qualité, on les échange à 30 fois les bénéfices. 30 fois les bénéfices, je pense qu'on est au prix. Ouais. Sauf que si je mets 27 fois les bénéfices, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc si on s'échange à 27 fois les bénéfices d'ici 5 ans, il faudrait qu'on l'achète à 10 euros moins cher. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous commenter et abonnez-vous à mon Instagram. Donc Amine Business and News, vous allez trouver, c'est le même logo. Et j'espère que voilà, vous gagnez de l'argent et tout se passe bien pour vous. Allez, bon week-end.